fait, on va commencer. Fait que, en fait, c'était Samuel en premier. Veux-tu t'asseoir? Prenez chacun un micro, ça va être plus facile. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, messieurs, mesdames, vous êtes 5, vous avez chacun 4 minutes. Bon, là, ils font les présentations. Ça va? Tout le monde est là? OK. Alors c'est des rapporteurs, enfin, c'est des animateurs, animatrices des 5 ateliers. Fait que Samuel, tu as 4 minutes pour nous faire une synthèse de ton atelier qui était fort intéressant. OK, bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir faire cette petite synthèse de l'atelier qui était très, très vibrante, je dirais. Il y a eu beaucoup de très belles interactions. Donc, l'atelier s'intitulait La nature de proximité comme allié médical. Et c'est un peu pour la raison par laquelle, en fait, la nature devient, depuis mai dernier, officiellement un outil médical, donc qui peut être prescrit. Et puis, la question est donc comment est-ce qu'on peut améliorer nos milieux de soins afin de favoriser cette connexion-là et quelles sont les stratégies architecturales et comment est-ce qu'on met en pratique vraiment cette connexion-là donc à la nature. On a déjà vu un peu précédemment donc des projets de déminéralisation, des projets d'augmentation de la canopée par exemple en stationnement. Et puis l'idée donc c'est de réussir à créer des milieux qui ont des qualités environnementales qui sont à la base vraiment des bénéfices qu'on va en retirer. Donc, je présentais dans l'atelier un résumé de recherche donc, qui est tiré de mon mémoire de recherche qui s'intitule Intégration des espaces verts aux établissements de santé. Et puis, il y a 26 attributs que j'ai pu déceler dans la littérature. Et puis, donc, on a fait un survol de ces attributs-là. C'était très intéressant. Et puis, on a pu regarder ensemble, donc, comment est-ce que dans nos milieux concrets, comment est-ce qu'on peut identifier des lieux qui ont un potentiel d'amélioration? Comment est-ce qu'on peut cibler vraiment des interventions qui peuvent être faites maintenant, de manière concrète? Et puis comment est-ce qu'on peut vraiment entamer le processus donc vers cette amélioration-là dès maintenant? Et puis, les ressources sont là, on sait comment s'y prendre. C'est vraiment juste de former les petites équipes qui peuvent mener ces projets-là et de s'assurer que finalement que tout le monde va être écouté aussi dans les besoins auxquels on répond. Et puis, je dirais que la portion, pour moi, qui m'interpelle le plus dans ces notions-là, c'est vraiment de comprendre que tous les espaces verts, finalement, ne s'équivalent pas. Et donc, c'est pas parce qu'on crée un espace vert nécessairement qu'on va retrouver les mêmes qualités que dans n'importe quel autre. Et donc, c'est de comprendre comment est-ce qu'on conçoit vraiment ces espaces-là et à quels besoins est-ce qu'on répond. Donc, en milieu de soins, justement, il y en a beaucoup des besoins, que ce soit en termes d'intimité, besoins de socialité, des besoins disons, de s'écarter d'un milieu où est-ce qu'on est saturé, par exemple. Donc, chaque petit espace vert devrait être une opportunité, finalement, de répondre à un besoin ou à plusieurs besoins en même temps. Et donc, et ça, on peut le faire par la conception du milieu. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est là qu'on peut vraiment intervenir sur notre compréhension puis l'expérience qu'on vit d'un lieu. Alors, c'est ces critères-là qu'on a regardés un peu tous ensemble. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un super beau groupe qui a posé plein de très, très belles questions. Les questions des maladies nosocomiales reviennent aussi constamment dans pratiquement chacune des discussions qu'on a. Et puis, on a pu regarder là, justement au moins un retour là, de la CDC, c'est le Center for Disease and Infection Controls, donc qui présente en fait là, vraiment dans leur édition de 2019 qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Finalement, il n'y a aucune donnée qui démontre que des infections sont plus possibles ou, disons, sont exacerbées par une végétation intérieure. Et donc, en prenant des mesures de base, vraiment juste sanitaires, on peut vraiment arriver à avoir une végétation intérieure qui est viable et sécuritaire. Donc, voilà, ça fait mon 4 minutes. Merci beaucoup à tout le monde. Excellent, merci, bravo. Belle synthèse. Je demanderai à Stéphanie Leclerc de nous faire un topo de leur atelier. Allô? Ça fonctionne? Oui. Bien, ça a passé bien trop vite. Puis j'aurais voulu avoir une minuterie comme ça.
Non, c'était génial, puis j'ai vraiment contente. C'est très important pour moi de rencontrer, de sortir de l'université, puis de rencontrer des gens qui font de l'approvisionnement, qui font possiblement peut-être déjà de l'approvisionnement responsable ou qui s'intéressent à la chose, parce que je pense que c'est un domaine où il y a un immense potentiel pour la collaboration, parce qu'on a, nous, dans le secteur de l'éducation, moi je suis à McGill, et vous, dans le secteur de la santé, de notre grosseur, on a des enjeux similaires en termes de flux de matière, de déchets et tout, mais aussi on partage certains fournisseurs. Et donc, des frustrations que vous avez sur certains emballages, les modes de livraison, puis ces choses-là, on les partage nous aussi. Et donc, si éventuellement, de plus en plus d'organisations dans le domaine de la santé ont des stratégies d'approvisionnement responsable, adoptent peut-être des codes de conduite des fournisseurs comme nous, on a à McGill, on va être capable de s'aligner puis vraiment avoir un impact transformationnel sur le marché. Donc, on a couvert toutes sortes de trucs. J'ai parlé de la petite histoire de l'approvisionnement responsable à McGill parce que ça fait déjà presque 10 ans maintenant qu'on est dans cette démarche-là. On a parlé de plein de choses comme les limites planétaires puis le fait que le développement durable, c'est un peu has-been. Puis là, on est rendu à l'obligation de mettre en œuvre la transition puis de faire en sorte qu'on respecte les limites planétaires. Mon Dieu, on a parlé de quoi? Donc, plein de développements, des nouvelles lois fédérales qui vont exiger que les grandes entreprises divulguent les risques de travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement, puis comment ça, c'est des choses qui peuvent aussi nous inspirer dans notre travail. Donc, absolument miser sur des exigences, des clauses en lien avec l'environnement, mais aussi des clauses sociales dans nos appels d'offres, par exemple. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a couvert d'autre? Plein de choses. On n'a même pas... J'avais prévu qu'on allait faire une petite séance de travail pour élaborer des critères puis des clauses de développement durable sur 3 trucs, puis finalement, les discussions se sont juste enchaînées, puis enflammées, puis on a comme déraillé, puis on a décidé de rester tout le monde ensemble en grand groupe, puis c'était génial. Mais donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui était dans mon groupe qui veut absolument que je ramène quelque chose Oui? Ah oui, absolument. Oui, c'est ça. Alors, on est chanceux au Québec. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais depuis l'année passée, ça date de juin 2022. Maintenant, il y a eu des changements à la loi sur les contrats des organismes publics et ces changements-là font en sorte que l'approvisionnement responsable est maintenant mandaté. On a, les organismes publics, l'obligation, c'est une attente là, très claire du gouvernement, du Conseil du Trésor et puis même du ministère de l'Environnement, qu'on doit incorporer des notions d'approvisionnement responsable dans chacun de nos appels d'offres, et dans nos contrats également. Et on a couvert un peu quelques-uns on a regardé certains extraits de la loi, dont un qui va intéresser d'autres mondes ici, c'était le fait qu'on reconnaît la notion de cycle de vie des biens, des services et des travaux de construction. Donc, il faut développer des critères ou des exigences d'approvisionnement responsable en lien avec les biens, les services ou les travaux de construction. Mais l'objet de ces contrats-là, c'est le cycle de vie au complet. Donc, ça donne vraiment une belle marge de manœuvre pour avancer. Donc, puis j'expliquais aux gens qu'on est chanceux. C'est pas parfait encore comme système. Il y a encore de la réglementation à suivre puis des informations supplémentaires à venir du Conseil du Trésor. Mais c'est très, très positif. Puis moi, je parle de ça ailleurs au Canada avec d'autres universités. Sur Teams, je me déplace pas, on s'entend. Mais ou presque. Mais on parle de ça, puis ils sont très envieux. Ils sont comme, waouh, vous avez ça, l'approvisionnement responsable est exigé. Maintenant, au Québec, ils sont vraiment épatés. Donc, c'est ça. Je pense qu'on est, comme je disais, au début d'une très, très belle vague de collaboration, puis de tout un nouveau champ de possibles en matière de transformation de nos métabolismes universitaires et institutionnels autres. Merci. Voilà. Oui, Pablo, l'atelier sur le CIREG, c'est Pablo. Bonjour tout le monde. Nous, en fait, notre atelier aussi, c'était très intéressant et très court, en fait. Ça passe trop vite, le temps. Nous, on a essayé, en fait, de parler justement de l'analyse des cycles de vie et la pensée cycle de vie. Donc, c'est un outil pour mesurer les impacts des produits ou des services tout au long de leur cycle de vie. Donc, on va aller de l'extraction des ressources dont on a besoin pour construire des machines qui vont construire les produits qu'on va utiliser, puis après on va jeter ou on va envoyer au recyclage, etc.
Donc, on a essayé de démontrer toute la complexité qui vient avec ces calculs. Puis les forces en fait de cette approche, que c'est d'identifier en fait s'il y a des déplacements d'impact entre différentes catégories, entre différentes étapes du cycle de vie. C'est pas parce qu'on réduit notre impact à l'utilisation qu'on le réduit sur tout le cycle de vie, parce que peut-être que ça se passe ailleurs, ça se passe avant dans notre chaîne d'approvisionnement. Puis aussi, on voyait un message parce qu'on regarde beaucoup les GES, donc tout ce qui est l'empreinte carbone qu'on appelle. Donc c'est la même chose, c'est regarder tout le cycle de vie d'un produit, regarder les émissions des GES associées. Mais avec l'analyse de cycle de vie, on essaie de regarder aussi d'autres catégories d'impact, d'autres impacts sur l'environnement qui peuvent avoir lieu. Puis comment, justement, une décision, ça peut faire un transfert d'impact entre ces catégories. Donc c'était en gros les deux gros messages qu'on voulait faire passer, c'était les transferts entre catégories, qu'il faut le considérer, donc il faut regarder tout le cycle de vie, puis les transferts entre étapes de cycle de vie et les transferts entre catégories. Puis c'est clair qu'il n'y a pas une solution qui est parfaite. Il y a n'importe quel choix on va faire, on va avoir un impact. Il faut juste l'identifier, puis essayer de minimiser, puis agir là où on va avoir le plus de potentiel de réduction, le plus de potentiel d'action. Et donc, en fait, pour l'atelier, on a essayé de présenter ça, puis essayer de donner un cours vite de comment devenir un analyste en cycle de vie. Puis on a travaillé en 3 équipes pour faire des analyses comme ça. Donc, on a travaillé sur les masques réutilisables versus les masques jetables. Il y a une autre équipe qui a travaillé sur le lavage des mains. Donc, on comparait laver les mains avec du savon versus utiliser de l'hydrogel, etc. Puis une autre équipe encore, ils ont travaillé sur les gaz anesthésiants, donc différentes options de gaz anesthésiants. Puis on a essayé justement de dessiner les différents cycles de vie de tous ces produits, puis essayer d'arriver aux conclusions et les comparer avec les vraies conclusions des études qu'on a utilisées pour construire ces 3 études de cas. Puis en tout cas, dans les miens, les gens étaient assez surpris de voir les résultats. C'était le cas des masques jetables versus lavables, parce que les masques lavables, en fait, étaient plus impactants en général à cause du lavage, en fait, de toute l'étape de lavage. Donc, on a essayé de voir ça au niveau produit, avec ces 3 exemples qui étaient comme très, très concrets, très produits. Puis après, on a essayé de démontrer que, en fait, on peut venir un peu avec un macroscope et voir un système de santé plus en général, puis se dire, OK, c'est où qu'il y a les impacts qui sont plus importants, c'est où qu'on peut aller agir en premier. Est-ce que c'est sur les chauffages des bâtiments? Est-ce que c'est sur les cafétérias? Est-ce que c'est sur l'approvisionnement en médicaments? Donc, on a essayé on a vu des résultats qui ont été faits pour la France, qui justement, ils ont essayé de mesurer ça et voir justement quels étaient les aspects qu'il faudrait réduire en premier. Puis, en fait, une question de cette étude de la France, c'est qu'il montrait aussi que ce qu'il faut regarder pour le système de santé, c'est vraiment la fonction. Puis la fonction, c'est avoir des gens en santé. Puis une des actions qui auront le plus de potentiel de réduction des impacts, finalement, c'est... comment ça s'appelle, Elliot? Prévention, protection et juste soins, c'est-à-dire faire plus la promotion de la santé, une alimentation saine, etc., qui va réduire finalement tous les traitements qui viennent. Ça a plus de potentiel que venir agir sur l'économie d'énergie dans les bâtiments ou des choses comme ça. Donc voilà. Merci. Merci. Je m'excuse de te couper, c'est bien intéressant. Oui, je vais demander à Romain Coste maintenant de nous faire un petit topo de son atelier. Bonjour tout le monde. Donc Romain Coste, je travaille au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc j'ai co-animé l'atelier avec Pascal Rouillet des ateliers Hublot et Aline Berthe de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. Donc un beau trio pour parler de stationnement. Je sais que c'est rarement un sujet qu'on trouve très sexy. Je dois être un des seuls passionnés par ça. Je pourrais faire une conférence pendant 3 jours. Mais donc, oui, un trio parfait parce qu'on a d'abord abordé dans des
des petites présentations au début. Alors bon, ça devait être des présentations pendant 30 minutes, puis après des échanges, puis finalement on a un petit peu mêlé tout, mais on a eu quand même des échanges. Et donc on a présenté un petit peu pourquoi agir sur le stationnement et surtout comment repenser notre relation au stationnement. On a tous dans la tête l'idée d'une grande aire complètement asphaltée et stérile, et donc on essayait d'amener des solutions pour ces espaces-là, parce que par exemple, dans les centres hospitaliers ou les différentes installations de santé, il y a une expression d'une partenaire que j'aime beaucoup qui dit un centre hospitalier inhospitalier. Parce que dès qu'on arrive, la première chose qu'on voit, en général, c'est quoi? C'est le stationnement. Pas très agréable. Et donc, ça amène énormément d'enjeux. On peut citer les îlots de chaleur, la gestion de l'eau pluviale, le fait de traverser pour un piéton, ça peut être dangereux, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour du stationnement, et surtout, le stationnement aussi coûte très cher. Et on donnait quelques chiffres. Une case de stationnement, quand on compte la construction, l'entretien, le déneigement, on arrive à 1200, 1300 $ par an. Donc multipliez ça par le nombre de cases que vous avez dans vos installations, et c'est quand même un chiffre qui est très conséquent. Et on parlait d'alternatives aussi, comment réaménager le stationnement, comment le repenser. Comparé à ce chiffre quand même très élevé, on donnait l'exemple de gérer l'eau pluviale dans des espaces verts dans le stationnement plutôt qu'en souterrain. Et donc ce genre de projet, ce genre d'aménagement peut par exemple amener des économies de 20 à 30%. Et on a plusieurs bénéfices. Donc au lieu de mettre par exemple une cuve en souterrain que personne ne va voir et qui va coûter très cher, on va réussir à faire des économies parce qu'on va aller remplir nos objectifs de verdissement, de gestion de l'eau pluviale, etc. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on a discuté, et aussi de l'importance de se renseigner au début. Quand on pense stationnement et qu'on va agir dans le stationnement, on pense on va le verdir, mais il y a plein d'étapes avant ça. Et donc, on est passé à travers ces étapes, d'abord d'essayer de réduire le stationnement, puis d'essayer d'avoir un transfert modal vers d'autres modes de transport que l'auto-solo, et enfin d'essayer de verdir et de gérer l'eau pluviale, donc qui est la dernière étape. Donc on est passé un peu à travers ce processus, et c'est tout ce processus qu'il faut penser dès le départ, dès qu'on va planifier un stationnement. Donc on a beaucoup parlé de réglementation municipale, par exemple, qui exige de plus en plus des pourcentages de verdissement, la gestion de l'eau, etc. Donc qui est à prendre vraiment comme une opportunité pour vous, si vous avez des stationnements à refaire, eh bien, d'intégrer toutes ces notions-là dès maintenant, parce que sinon ça peut retarder vos projets quand vous allez demander des permis, etc. On a également parlé donc, de la quantité de stationnement. Et ça, c'est la première chose à aborder quand on parle de stationnement. La difficulté déjà de garder le verdissement qu'on a sur le terrain, mais aussi d'en rajouter parce que le stationnement occupe beaucoup de place. Ça peut aller jusqu'à 50% de la propriété qui est destinée au stationnement. Donc la première étape qu'on rappelait, c'est d'effectuer un diagnostic avant tout, et de se demander est-ce que j'ai besoin de ce stationnement, est-ce que j'ai besoin d'autant de stationnement, comment je peux l'utiliser autrement. Puis tout ça va faire qu'on va avoir des opportunités pour libérer de l'espace et aller verdir, gérer l'eau pluviale, puis avoir des espaces qui vont être beaucoup plus attractifs, intéressants, même pour la santé des personnes. Et aussi, on a parlé de multifonctionnalité des espaces. Donc voir le stationnement pas que comme du stationnement, mais une opportunité pour plein d'autres choses. Et je conclurai sur les questions aussi que certains CIUS commencent à se poser de est-ce que le stationnement de surface est ma meilleure solution, ou est-ce que je devrais passer peut-être à du stationnement en structure étagée souterrain. Mais donc là, ça pose aussi d'autres questions. Donc c'est tout ça qu'on a abordé dans notre atelier, puis on va sûrement en faire un petit rapport de tout ce qui est dit dedans. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, dès qu'il sera disponible, on pourra s'arranger avec SSE puis vous faire parvenir tout ça si la question vous intéresse. Voilà, merci. Merci bien. Merci, vous êtes dans le temps tout le monde, et je demanderai à la dernière, mais non la moindre, Laurie Desmazet, de nous faire un petit topo sur leur atelier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc notre atelier avait pour sujet la comptabilité carbone, et il avait deux objectifs. D'une part, comprendre comment un bilan carbone est réalisé, et d'autre part, comment utiliser les résultats. Donc pour ça, on avait organisé un petit jeu de cartes sur un plateau en petits groupes qui servait de support aux interactions et aux discussions.
Et les groupes ont été très proactifs, beaucoup de discussions ont découlé de tout ça. Dans les points principaux, je retiendrai l'importance de la pluridisciplinarité pour former les groupes de réflexion et de construction des plans d'action. Une prise de conscience que c'est pas facile, mais c'est réalisable. On a eu aussi des discussions plus techniques sur comment collecter les données nécessaires à la réalisation d'un bilan, sur quelles données sont pertinentes, quels sujets sont peut-être un peu laissés de côté actuellement, comme la livraison de marchandises, mais demanderaient d'être creusés. Et toute une série de discussions et de points techniques sur lesquels je n'aurai pas le temps de m'étendre en 3 minutes. Mais voilà, un groupe très actif. On a fait un petit bilan à la fin pour les ressentis à chaud et je crois que les participants étaient plutôt contents de l'exercice. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous aurait envie de rajouter ou de souligner un point, parce que je pense que c'est important de vous laisser la parole sur ce sujet. Je ne suis qu'un vecteur de connaissances et c'est plutôt vous les principaux acteurs lors de la réalisation de bilan. Non. En 2 minutes. Oh, c'est que je dois avoir bien résumé peut-être. Je suis un peu loin, là. Je vais essayer de porter ma voix assez, mais je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on est capable, qu'on est responsable de faire des changements immédiats, qu'on a le pouvoir de faire dans d'autres sphères qui est plus quasiment rendu, on pourrait dire, politique, là, en fait, là, qui est de devoir faire des choix, d'orienter nos décisions vers quelque chose de plus développement durable. On peut le lier un peu avec la développement durable ici, de dire de faire le choix justement du bon fournisseur, ça l'améliore notre empreinte. C'est pas nous qui est directement les émetteurs, mais on l'améliore en tant que tel. C'est bien intéressant sur ce point de vue. Ouais, c'est ce qui ressortait, c'est que le bilan carbone est assez transversal de toute façon à tous vos ateliers finalement, et à cette journée on retombe un peu sur les conclusions principales de la transversalité, de l'importance d'inclure tous les décideurs et tous les sous-comités, toutes les professions à cette réflexion. Et voilà, merci à tous.